Alors pour les Ottomans, hein, cette offensive de Gallipoli, du moins l'échec de l'offensive de Gallipoli et de la bataille des Dardanelles, a été très célébré car ça faisait longtemps que les Ottomans n'avaient pas remporté une victoire, et une victoire surtout de cette ampleur. Et donc, on va dire que ça va mettre du baume au cœur à l'Empire ottoman, et cette victoire sera également très célébrée par la Turquie qui se constituera à partir des années 20, hein, après la fin de la Première Guerre mondiale, et notamment autour de son leader Mustafa Kemal Atatürk, qui à l'époque était un officier supérieur de l'armée ottomane et qui a contribué à la naissance de la République turque moderne, et qui s'est notamment illustré lors de cette bataille des Dardanelles. Alors cette carte illustre le recrutement des soldats dans les empires coloniaux, hein. Donc déjà, vous pouvez vous apercevoir que finalement la part des soldats coloniaux dans les armées françaises et dans les armées britanniques n'est pas tout à fait la même, hein, puisque vous voyez les diagrammes circulaires pour les colonies ou les dominions britanniques comme le Canada, les Indes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine sont au moins de taille supérieure, voire très supérieure à la part des troupes coloniales qui ont contribué à l'effort de guerre français. Pour vous donner quelques chiffres, hein, si en France il y a eu 8,3 millions de nationaux mobilisés, c'est-à-dire de gens qui sont nés en France, qui ont été mobilisés pour faire la guerre, il y a eu simplement 500 000 troupes qui sont venues des colonies. Donc 500 000 contre 8,3 millions. Par contre, pour les Britanniques, sur 6,7 millions de soldats, il y en a eu 2,7 millions qui étaient des coloniaux. Donc ça représentait quand même plus d'un tiers des soldats britanniques qui sont venus s'ajouter à l'effort de guerre de la Grande-Bretagne. Et pour ces 2,7 millions de coloniaux, l'Inde à elle toute seule, vous voyez, représente 1,4 million de soldats, donc plus de la moitié. On l'avait vu tout à l'heure sur la carte, hein, notamment en Afrique, il y a eu des résistances locales aux campagnes de recrutement, je reviendrai pas dessus. Enfin, ces deux derniers documents illustrent également une part un peu oubliée de ce conflit, hein, puisque nous sommes toujours dans la partie sur la mondialisation de la guerre. Cette guerre, qui est une guerre extrêmement moderne, hein, est une guerre dans laquelle vont intervenir en masse les sous-marins, notamment les sous-marins allemands qu'on appelle les U-boats. Alors les sous-marins, ils avaient été utilisés pour la première fois pendant la guerre de sécession, hein, aux États-Unis, dans les années 1860, mais là ils sont utilisés de façon moderne par la marine allemande, notamment dans le but de lutter contre le blocus maritime qu'imposaient les Alliés à l'Allemagne, dans le but de l'étouffer économiquement, de contribuer à son effondrement économique, c'est-à-dire qu'aucun navire marchand ne pouvait aller commercer avec l'Empire allemand, et donc lui apporter des marchandises, par exemple, qui auraient pu contribuer à son effort de guerre. Donc l'Allemagne ne s'est pas laissée faire et a répondu dans un premier temps, envoyant des sous-marins pour aller couler des navires de guerre britanniques ou français. Et puis finalement, les sous-marins allemands se sont pris également aux navires marchands, c'est-à-dire aux navires qui font du commerce, et notamment aux navires de puissance neutre, comme par exemple les États-Unis, notamment en coulant un paquebot qui faisait la liaison transatlantique qui s'appelait le Lusitania. Ils l'ont coulé en 1915 parce qu'il était suspecté de transporter des armes, ce qui était probablement vrai. Mais il transportait aussi des centaines, voire des milliers de passagers. Il y a eu de très nombreuses victimes. Donc tous ces navires de guerre, ces navires civils ou ces navires américains qui ont été coulés par les Allemands ont contribué à dresser l'opinion américaine contre l'Allemagne et favoriser la rupture de l'isolationnisme, cette politique qu'instauraient les Américains depuis finalement leur indépendance et qui consistait à ne pas se mêler des affaires de l'Europe. Là, les Américains vont rentrer en guerre, mais en fait pour des raisons économiques, parce que les Allemands causaient trop de dégâts à leur relation commerciale avec l'Europe. Donc il devenait nécessaire et urgent pour les Américains de mettre fin à la puissance allemande. Donc vous pouvez vous apercevoir à travers le graphique que vous avez justement le tonnage de navires alliés qui sont coulés par les sous-marins allemands.
Donc, on voit en 1915, au moment du Lusitania, hein, on était à peu près à une centaine de milliers de tonnes de navires alliés. En 1917, on était à 900 000 tonnes de navires alliés coulés. Donc là, ça posait de réels problèmes, hein, notamment d'approvisionnement, hein, parce que les Américains envoyaient beaucoup de minerais, beaucoup d'armes pour contribuer à l'effort de guerre des Alliés, même si officiellement ils étaient neutres. Et donc, cette stratégie allemande a failli payer en quelque sorte. Alors, après avoir vu dans un grand B qu'entre 1915 et 1917, le blocage en Europe des différents fronts va accélérer la mondialisation du conflit, nous allons voir dans un grand C la fin de la guerre, hein, c'est-à-dire les années 1917-1918, et des années qui vont être notamment marquées par des crises de l'effort de guerre et aussi le tournant de la guerre. Alors, parmi ces tournants de la guerre, hein, puisqu'il va y en avoir plusieurs, un tournant positif, en tout cas pour les Alliés, on parlera un peu plus tard d'un tournant négatif. Un tournant positif, ça a été à partir d'avril 1917, hein, suite à ce dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, et notamment les nombreuses destructions de navires marchands américains par les U-boats, les sous-marins allemands. Eh bien, en avril 1917, les États-Unis vont faire leur entrée dans la guerre officielle aux côtés des Alliés, même si officieusement, ils étaient déjà un fort soutien économique, en tout cas l'effort de guerre allié. Là, ils entrent officiellement en guerre en avril 1917 et ils vont apporter à partir de mars 1918 environ 2 millions de soldats et énormément de matériel. Alors, vous avez des campagnes de recrutement, hein, avec ici Oncle Sam qui pointe du doigt un Américain lambda en lui disant je te veux pour l'armée américaine, engage-toi tout simplement ou inscris-toi sur les listes, tout simplement parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de service militaire obligatoire. Ce qui explique aussi pourquoi il y a pratiquement un an entre la déclaration de guerre des États-Unis, avril 1917, et l'arrivée massive des soldats américains en mars à partir de mars 1918, parce que ces jeunes hommes-là que vous voyez ici, avec presque des chapeaux de cow-boy, qui vont vite remplacer par des casques, hein, parce qu'ils vont se rendre compte que chapeau de cow-boy, ben, ça n'arrête pas les éclats d'obus, ni les balles, eh bien, ces jeunes gens n'avaient pas de formation militaire, en fait. Donc, il va falloir d'abord les former, qu'ils fassent ce qu'on appelle dans l'armée les classes, avant de pouvoir avoir le baptême du feu sur le front européen. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que le général américain qui commandait les troupes américaines, lorsqu'il va débarquer en France, une parole célèbre qu'il aurait prononcée, alors ce général, il s'appelait le général Pershing, il aurait prononcé la parole Lafayette, nous voilà, tout simplement pour un peu remercier les Français, et notamment le marquis de Lafayette, qui avait contribué dans la guerre d'indépendance des États-Unis, des futurs États-Unis, qui à l'époque étaient 13 colonies britanniques à obtenir leur indépendance par rapport à l'Angleterre. La France avait envoyé sous Louis XVI des troupes, notamment commandées par le général Rochambeau, mais également avec le marquis de Lafayette, qui est resté très célèbre chez les Américains. D'ailleurs, il y a des villes qui s'appellent Lafayetteville, hein, aux États-Unis. Et donc le général Pershing, quand il débarque en France, va se serait écrié Lafayette, nous voilà, sous-entendu, nous venons rendre à la France que la France nous a donné un siècle et demi auparavant. Alors l'année 1917, elle est souvent considérée comme un peu l'année clé de la guerre parce que c'est l'année où finalement tout aurait pu basculer et que vous connaissez la fin, la France a gagné la guerre avec l'Angleterre, les Alliés, etc. Mais cette année-là, le sort aurait pu vraiment basculer du côté des puissants, des empires centraux. Il y a une très forte lassitude qui s'instaure, hein, sur le front. On est à la troisième année de la guerre. Rappelez-vous, les soldats, quand ils sont partis en août 1914, on leur a dit: «Oh, à Noël, vous serez de retour chez vous. Dans 2, 3 mois», on avait dit aux soldats français, vous serez à Berlin. Aux soldats allemands, on leur avait dit, dans 2, 3 mois, vous serez à Paris. Et pareil pour les Russes, etc. Donc il y avait une forte lassitude des soldats à qui, à chaque fois, on leur disait avant de monter au front, vous inquiétez pas, ce coup-ci, c'est la dernière offensive, on va attaquer massivement, on va vaincre l'adversaire et dans quelques mois ou dans quelques semaines, vous êtes de retour chez vous. Les soldats voient bien que en fait, la guerre est dure et que les morts s'accumulent. Donc il y a des soldats qui sont gagnés par le découragement. Certains vont faire ce qu'on appelle des refus de monter au combat, hein, donc désobéir aux ordres, hein, et d'autres vont carrément se mutiner, pardon,
se mutiner, c'est-à-dire refuser d'obéir aux ordres des officiers, prendre en quelque sorte le pouvoir dans leurs tranchées, souhaiter la fin de la guerre, etc. Et donc les armées, et notamment l'armée française, vous avez une photo ici, d'un soldat français qui va être exécuté pour mutinerie. Alors, il y a eu quelques dizaines de soldats français qui ont été exécutés pour l'exemple, c'est-à-dire pour dire aux autres soldats, ben, vous voyez en gros le sort qui vous attend si jamais vous refusez d'obéir aux ordres, si vous prenez des slogans pacifistes, si vous mettez pied à terre ou le fusil, vous refusez de vous en servir en disant moi je me bats plus, j'en veux plus de votre guerre, eh bien des soldats ont été fusillés pour l'exemple. Ça, c'est un exemple qui montre la lassitude de la guerre, mais le pays qui va être le plus touché, c'est surtout la Russie. La Russie qui est un empire assez fragile, un immense territoire, et qui est beaucoup moins industrialisé et moderne finalement que les pays occidentaux que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre. La Russie va être l'objet de 2 révolutions, en l'espace de quelques mois, Alors ça dépend si on se sert du calendrier russe ou du calendrier, grégorien. Donc pour les Russes, on dit les révolutions de février et d'octobre. Pour le calendrier grégorien, c'est-à-dire le nôtre, on parle plutôt des révolutions de mars et novembre. Heu, en Russie, en Russie, la première révolution qui a lieu donc en mars, c'est une révolution un peu spontanée, c'est-à-dire que dans certaines villes russes, comme à Pétrograd, Pétrograd qui est l'actuel Saint-Pétersbourg, qui est devenu entre-temps Léningrad, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment, eh bien, des soldats, des ouvriers, des femmes défilent dans la rue, prônent la fin de la guerre. Ils veulent du pain, les femmes veulent notamment du pain pour pouvoir nourrir leur famille. Les ouvriers se mettent en grève. Donc, devant cette crise économique qui touche le pays, le tsar, qui s'appelle Nicolas II, va abdiquer, c'est-à-dire qu'il va quitter le pouvoir. Il va être mis en résidence surveillée, en prison en quelque sorte, si vous voulez. Il ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas partir dans un autre pays. Et la Russie, malgré la volonté des soldats d'arrêter la guerre, la Russie continue la guerre. Mais la Russie s'enfonce dans cette crise économique, n'en sort pas. En plus, les nouvelles sur le front face à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne sont pas particulièrement réjouissantes. La Russie est en situation plutôt d'échec. Euh, Beaucoup de soldats se mutinent. Certains carrément prennent leurs armes et rentrent chez eux ou exécutent leur chef. Donc c'est un peu la lalie. Et finalement a lieu une deuxième révolution en novembre, les Russes disent la révolution d'octobre, qui est menée notamment par un parti qui s'appelle le Parti communiste, qui en russe s'appelle le Parti bolchevique, dirigé par des personnages très célèbres, dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appellent Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov de son vrai nom, ou Léon Trotsky, le futur fondateur de l'armée rouge. Et ces communistes vont faire un véritable coup d'État, alors qu'ils sont en minorité. Ils prennent d'ailleurs le surnom de bolcheviques, qui veut dire les majoritaires, alors qu'en fait, ils sont en minorité. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont renverser le gouvernement qui s'était instauré depuis mars 1917, et ils vont immédiatement ordonner la distribution des terres aux paysans et surtout négocier une paix séparée avec l'Allemagne. C'était la volonté de faire la paix. Ils vont négocier une paix séparée avec l'Allemagne, une paix qui va être signée par un traité, le traité de Brest-Litovsk, en janvier 1918. Donc à partir de ce moment-là, ben, vous imaginez la situation, les troupes américaines ne sont pas encore arrivées en Europe, je vous ai dit qu'elles arriveraient en mars 1918, et à partir de janvier, eh bien, les Français et les Anglais ne se retrouvent plus que tous les deux, accompagnés également de l'Italie et d'autres alliés. Mais en tout cas, toutes les troupes allemandes et autrichiennes qui étaient mobilisées sur le front de l'Est vont pouvoir basculer sur le front de l'Ouest. Donc là, la situation est particulièrement grave et les Allemands vont évidemment jouer leur va-tout, c'est-à-dire tout faire pour relancer la guerre de mouvement et emporter la bataille décisive qui doit leur permettre d'arriver jusqu'à Paris et de gagner cette guerre.